Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Phare Santé, votre mission qui s'occupe de votre bien-être, car je ne cesserai de le dire que votre santé, c'est notre préoccupation, notre souci, votre santé, c'est la richesse. La santé, c'est la première richesse qu'un être humain peut avoir sur cette terre. Et c'est dans ces soucis que l'équipe de Phare Santé s'est déplacée vers les cliniques universitaires pour rencontrer un spécialiste rhumatologue, qui va parler avec vous d'une maladie qui s'appelle les lupus. Les lupus, c'est une maladie peu connue, que moi aussi je ne connais pas, je ne peux rien vous expliquer. On va rencontrer le docteur Jean-Jacques Malemba et avec lui, on aura à découvrir qu'est-ce que les lupus, comment soigner les lupus et que faire pour éviter cette maladie. Suivez-moi. Je l'ai annoncé au début que nous allons aujourd'hui rencontrer le docteur Jean-Jacques Malemba. Il est professeur, il est docteur rhumatologue. Avec lui, on va parler du lupus, une maladie qui est peu connue, mais avec lui, nous allons essayer de creuser, de connaître d'où vient cette maladie, comment traiter cette maladie. Bonjour, docteur Jean-Jacques Malemba. Bonjour. Bonjour. Et docteur Malemba, on veut parler du lupus avec vous. Dites-nous, c'est quoi les lupus? Le lupus, c'est une maladie qui, comme vous l'avez dit, n'est pas assez connue du public, même du monde médical. C'est une maladie auto-immune, une maladie systémique. Lorsque nous disons maladie systémique, c'est-à-dire une maladie qui peut toucher n'importe quel organe du corps humain. C'est une pathologie qui ne touche pas qu'un organe donné ou un système donné, mais elle est à même d'affecter n'importe quel organe, n'importe quel système du corps humain. Et nous disons maladie auto-immune parce qu'en fait, c'est une maladie au cours de laquelle il survient un désordre dans le système immunitaire. Le système de défense qui est censé nous protéger contre les infections, nous protéger contre les agressions extérieures. Et on voit ce système-là, les cellules de défense, les anticorps produits qui sont dirigés contre les organes du malade lui-même. C'est un peu comme si le malade se bat contre lui-même. Il s'attaque à ses propres structures, à ses propres organes. Donc le lupus est une maladie auto-immune, un peu comme je viens de l'expliquer, mais systémique et qui est caractérisée surtout par une atteinte des articulations, de la peau et des reins. De façon simple, on peut le dire comme ça. Donc, maladie auto-immune à présentation multisystémique, polymorphique, donc qui peut toucher différents systèmes de l'organisme. C'est un peu simple, mais pas du tout complet comme réponse. À mesure que vous poserez des questions, on va compléter ce qui a déjà été dit. Docteur, dites-nous d'où est venu le lupus et il y a combien de sortes de lupus? Voilà, d'où est venu le lupus, ça revient à dire un peu quelle est la cause du lupus. Quelle est la cause? Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui identifier clairement la cause du lupus. L'étiologie ou la cause n'est pas connue. Ce que l'on sait, c'est que le lupus a des facteurs qui favorisent son apparition. Ces facteurs de risque-là sont génétiques et environnementaux. Les facteurs génétiques, qui dit génétique, dit gène, dit hérédité. Voilà. Donc,
il y a une certaine prédisposition individuelle de par ses gènes, de par sa composante héréditaire à développer le lupus érythémateux disséminé. Il existe des gènes qui sont connus pour favoriser la survenue du lupus érythémateux disséminé. Et on a pu, avec les études, voir qu'il existe des cas où vous avez le lupus érythémateux disséminé chez plus d'une personne de la même famille. Généralement, c'est dans la même fratrie, c'est-à-dire la famille restreinte, pour parler en termes plus simples, où on peut retrouver plus d'un cas de lupus érythémateux disséminé. C'est pour dire que l'aspect héréditaire, l'aspect génétique existe bien dans le lupus érythémateux disséminé. Il y a les facteurs d'environnement. Et parmi ces facteurs-là, on cite notamment les rayons du soleil, les rayons ultraviolets du soleil, qui sont connus comme pouvant déclencher les manifestations ou aggraver les manifestations de la maladie chez des personnes prédisposées. C'est même comme ça que, bon, j'anticipe peut-être qu'on dit souvent aux malades lupiques de se protéger des rayons solaires, surtout dans un contexte comme le nôtre où nous avons du soleil pratiquement toute l'année et un soleil comme nous le connaissons chez nous. Voilà, c'est ça qu'on appelle facteur d'environnement. Mais il y a aussi probablement certains virus qui pourraient jouer un rôle dans l'apparition du lupus érythémateux disséminé. On sait aussi qu'il y a vraisemblablement une composante hormonale, une composante endocrinienne, c'est-à-dire l'intervention des hormones dans l'apparition du lupus. Et on le dit parce que 9 malades sur 10 sont des femmes. Donc 90% des personnes qui font le lupus érythémateux disséminé sont des dames. C'est pour ça que l'on pense, et certaines études tendent à le confirmer, que les hormones sexuelles, les oestrogènes, les hormones de la femme, jouent bien un rôle dans la survenue du lupus érythémateux disséminé. Et quand on parle de la femme, il s'agit de la femme en âge de procréer, la femme jeune. Donc le lupus apparaît généralement chez la femme jeune. Ben, évidemment, si elle vieillit, elle vieillira avec son lupus. Mais au moment de la survenue de la maladie, en règle générale, c'est la femme jeune, la femme en âge de mettre au monde, qui est concernée par le lupus érythémateux disséminé, c'est-à-dire entre environ 15-45 ans. C'est dans cette fourchette d'âge-là que le lupus érythémateux disséminé apparaît le plus souvent. Voilà. Docteur, comment se manifestent les lupus? Comment on peut savoir qu'on a les lupus? Quel terme je peux utiliser? C'est un terme médical, je peux pas utiliser. Comment se manifeste? Comment se manifeste le lupus? La question est bien posée. Je vais revenir un peu en arrière déjà pour dire, comme lorsque je répondais à votre première question, qu'il y a dans le lupus un phénomène immunitaire désorganisé consistant au fait que les cellules, les globules blancs que nous avons en nous, qui nous protègent contre les agresseurs, surtout les agresseurs microbiens. Et les globules blancs, il y a parmi les globules blancs ceux qui produisent des anticorps. Et ces anticorps-là, nous le savons, tout le monde sait que les anticorps, c'est pour se protéger. Ça vous protège contre les agresseurs, surtout les microbes. C'est essentiellement ça. Alors, dans le lupus, on a des auto-anticorps, comme on le dit. Je répondais dernièrement à une des questions de, je ne sais pas si c'était vous ou un autre de vos confrères, en disant que le lupus, il y a un phénomène auto-immun un peu comme lorsqu'un joueur marque contre son camp au cours d'un match de football. Voilà. Dans le foot, on dit auto-but. Ici, nous disons auto-immunité. Alors, les auto-anticorps, là, ces anticorps que vous produisez ou que le malade produit et qu'il attaque lui-même, qui attaquent ses propres organes, peuvent toucher les articulations, le cœur, les reins, les cellules de la peau, les poumons, un peu tout, en fait, les cellules du sang. Conséquence, lorsque le malade lupique vient voir le médecin, il peut présenter une variabilité des symptômes.
les symptômes les plus souvent vus sont ostéo-articulaires, articulaires, les manifestations du genre douleur, gonflement, chaleur au niveau des articulations, ce qu'on appelle les arthrites. Il y a les atteintes au niveau de la peau. Dans le lupus, il y a beaucoup de signes cutanés. Certains de ces signes-là sont très caractéristiques de la maladie. Il y a les atteintes rénales. Et lorsque le rein est touché, le malade peut venir avec ce qu'on appelle les œdèmes, donc les pieds au niveau des chevilles là, qui gonflent un peu. Et c'est souvent au visage aussi qu'on verra cet œdème-là, le malade qui se réveille avec un gonflement du visage, hein, nous disons bouffissure de la face, le matin au réveil. Voilà, donc c'est surtout ça. Et au niveau des reins, avec l'évolution, si la maladie est assez active et pas bien prise en charge, on peut aller vers une insuffisance rénale. Donc les principales manifestations sont rencontrées au niveau des articulations, au niveau de la peau et au niveau des reins. Mais à côté de cela, on peut avoir une atteinte des poumons qui peut entraîner des symptômes habituels lorsque les poumons sont touchés, c'est-à-dire une respiration difficile, le malade qui ne respire pas bien, le malade qui tousse, l'atteinte du cœur qui peut entraîner aussi ces mêmes genres de manifestations, les soufflements, hein, pendant qu'il marche, les soufflements pendant qu'il monte les escaliers. Et plus la maladie est sévère, plus l'essoufflement sera aussi sévère. Hein, et d'autres organes, hein, au niveau du sang, il peut présenter une anémie par exemple, il peut saigner. Donc il y a, comme je l'ai dit, un polymorphisme clinique, donc une variété de symptômes qui peuvent être rencontrés dans le lupus. Mais les trois, c'est ce que j'ai dit, les trois principaux symptômes, c'est les articulations, la peau et les reins. Merci docteur. Voilà. Et pourquoi on appelle le lupus une maladie à 1000 visages? Oui, maladie à 1000 visages, c'est justement à cause de ça, à cause de ce polymorphisme clinique. Polymorphisme clinique signifie tout simplement une symptomatologie qui est plurielle, une présentation qui peut être plurielle. Ça peut se présenter, comme on le voit souvent, lorsque le malade arrive dans près de 80% avec des douleurs articulaires, douleurs gonflement, mais ça peut se présenter autrement. Le malade peut venir avec des symptômes d'abord liés à l'atteinte des reins, le sang dans les urines, les pieds qui gonflent, le visage qui gonfle, et plus loin, quand c'est plus grave, une insuffisance rénale, il peut se présenter avec des problèmes de peau et aller chez le dermatologue. Il peut aussi présenter d'emblée d'un problème neurologique. Un malade lupique peut venir dans un tableau d'AVC. Il peut, avec la paralysie au niveau de la moitié du corps, moitié gauche ou moitié droite du corps, il peut présenter des signes qui peuvent ressembler à la méningite. Il peut présenter des symptômes psychiatriques, c'est-à-dire un trouble de comportement, une dépression, un délire. C'est un peu ça, hein, cette faculté à pouvoir se présenter de 1000 façons qui fait qu'on peut dire que le lupus est une maladie à 1000 visages. Mais n'oubliez pas que les trois organes les plus touchés, c'est ce que j'ai dit là, ce que j'ai cité, articulation, la peau et les reins. C'est d'ailleurs pour ça, en faisant allusion à l'atteinte de la peau, que la maladie porte le nom de lupus. Lupus, ça fait référence au loup. C'est le loup en latin, je pense bien. C'est le loup. Parce qu'au visage du patient, on peut avoir ce qu'on appelle une rougeur, là en médecine, nous disons érythème. Une rougeur qui prend la forme de masque de loup, d'un masque porté au visage, un masque de loup. C'est en faisant allusion à ces masques de loup-là qu'on dit lupus. Lupus érythémateux parce qu'on a des lésions de rougeur sur la peau. Érythème, c'est la rougeur sur la peau. Lupus érythémateux systémique. Systémique, je l'ai dit, ça peut toucher n'importe quel système. Voilà. Docteur, est-ce qu'on peut dire que le lupus est une maladie aussi contagieuse? Non, le lupus n'est pas contagieux, pas du tout. Vous pouvez vivre avec un lupus à côté de vous 24 heures sur 24, manger dans le même plat, boire dans le même verre d'eau, etc. Le lupus n'est pas contagieux.
Mais le lupus a une composante génétique. C'est-à-dire qu'une mère lupique peut avoir une fille ou un garçon. N'oubliez pas que 10% de malades, c'est quand même les hommes. Hein. Même si le plus souvent, quand on parle de lupus, on voit d'abord les femmes, mais 10% de malades, c'est des hommes. Voilà. Et une mère lupique peut avoir un enfant qui souffre de la même maladie. Tout comme dans la famille d'un lupique, on peut retrouver quelqu'un d'autre qui souffre de cette maladie-là. Donc il y a les gènes qui interviennent, mais la contagion, non. Docteur, quels sont les risques qu'a une personne atteinte du lupus? Bon, le risque, peut-être dans le contexte d'un lupus qui n'a pas été diagnostiqué, le plus gros risque, c'est celui-là. C'est déjà d'avoir une maladie qu'on n'a pas diagnostiquée. Le lupus peut se présenter avec des symptômes qu'on a cités là. Parfois, c'est la fièvre. Et le malade ou la malade lupique est candidate à la fièvre prolongée, parfois d'origine difficile à mettre au point ou inconnue pour le médecin qui le suit s'il n'y pense pas. Et dans notre contexte là, le malade risque d'être soigné pendant longtemps comme faisant le paludisme. Et on a vu des malades venir à l'hôpital après avoir circulé un peu partout et avoir reçu un traitement antibiotique de façon répétitive, hein, parce qu'on a pensé à une infection sur laquelle on n'a jamais mis la main. Mais comme le malade ou la malade présente de la fièvre qui traîne, les médecins la bourrent d'antibiotiques et on perd le temps comme ça. Voilà. Et si le malade ou la malade, bon, je dirais souvent la malade parce que souvent ce sont des dames, si la patiente n'a pas été diagnostiquée ou identifiée comme lupique à temps, il y aura un problème de prise en charge qui va manquer. On va la soigner comme paludisme à répétition, comme infection X, infection Y. Et la maladie ayant cette propension-là à toucher les différents viscères, les différents systèmes de l'organisme, le malade peut arriver chez vous à un stade avancé, arriver chez le médecin à un stade avancé. Il y a des malades lupiques qu'on a reçus à l'hôpital à un stade d'insuffisance rénale. Voilà. Donc le problème, c'est celui-là. Un diagnostic qui a tardé à être posé ou qui n'a pas été posé du tout. Avec le temps, le malade peut avoir les organes qu'on dit nobles là affectés, peut présenter une atteinte cardiaque, présenter une atteinte rénale, et à ce moment-là, le risque de mortalité augmente. Le risque de perdre le patient ou la patiente augmente, tout simplement parce qu'on n'a pas posé le diagnostic à temps. Mais lorsque le malade est pris en charge convenablement et précocement, on arrive dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, à contrôler la maladie. Docteur, comment arrivez-vous à diagnostiquer qu'une personne est déjà atteinte du lupus? Parce que vous venez là de dire que souvent, il y a des malades qui sont pris en charge tard parce qu'ils sont diagnostiqués qu'ils ont peut-être la malaria ou ils ont des infections. Comment faites-vous pour diagnostiquer une personne atteinte du lupus? Le diagnostic du lupus repose sur un ensemble d'arguments, un faisceau d'arguments. On n'a pas, avec le lupus, les choses toujours faciles pour arriver au diagnostic. Mais le médecin averti sait que devant un tableau clinique caractérisé par des signes comme une fièvre prolongée, des manifestations qui touchent à plusieurs systèmes, des signes cutanés particuliers. Il y a par exemple des signes cutanés qui sont assez caractéristiques du lupus. Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai décrit ici comme le masque de loup, en termes médicaux, nous l'appelons érythème, en aile de papillon. On va peut-être ajouter une image pour que le lecteur voit ce qu'on appelle l'érythème en aile de papillon. Ce genre de symptômes, les cheveux qui tombent, chez des femmes qui tombent spontanément, des plaies ou des ulcérations, des plaies dans la bouche.
certaines manifestations articulaires, la douleur, les gonflements. Et en mettant ensemble ces faisceaux d'arguments-là, cliniques, des atteintes de la cutanée, des malades qui ont, j'allais dire plutôt des atteintes au niveau de l'appareil respiratoire, la présence de liquide, pas dans les poumons, mais dans l'enveloppe qui recouvre les poumons. On a du liquide à ce niveau-là. Il y a aussi une enveloppe qui recouvre le cœur qu'on appelle péricarde. On peut trouver du liquide à ce niveau-là. Vous prenez cet ensemble-là de symptômes cliniques et vous y ajoutez certains symptômes, certains signes biologiques, hein, des arguments de laboratoire. Il y a des examens simples comme l'examen, ce qu'on appelle l'hémogramme. On regarde les globules rouges, l'hémoglobine, les globules blancs. Mais il y a aussi des choses plus élaborées, plus proches du diagnostic. C'est la recherche de ce qu'on appelle les auto-anticorps. Ces anticorps-là qu'on a mentionnés comme étant des anticorps dirigés contre les organes du patient lui-même. C'est les auto-anticorps. Donc, il y a des auto-anticorps qui sont assez évocateurs du lupus érythémateux disséminé, notamment les anticorps qui sont dirigés contre les noyaux des cellules et d'autres anticorps encore. Alors, c'est en mettant ensemble ces différents éléments cliniques et laboratoires qu'on arrive à poser le diagnostic de lupus érythémateux disséminé. Mais ça demande dans tous les cas, comme première chose, que le médecin soit informé, que le médecin soit outillé pour arriver à poser ce diagnostic-là. Sinon, on perdra le temps. Oui, ça me vient, une question me vient directement lorsque vous venez de dire ça. Mais vous êtes rhumatologue. Quel rapport y a-t-il entre la rhumatologie et les lupus? Bon, mais le lupus, c'est... Ça a un peu éveillé ma curiosité, là. Oui, oui. La rhumatologie, c'est la discipline qui étudie les rhumatismes. Oui. Voilà. Et les rhumatismes, c'est pas une maladie unique. C'est un ensemble des maladies qui se présentent, qui ont des natures différentes. Il y a des maladies à caractère qu'on peut appeler comme maladies dégénératives, donc maladies qui peuvent survenir parce qu'on prend de l'âge, parce que les articulations s'usent un peu. Mais il y a aussi des maladies qui sont liées aux problèmes immunologiques, aux problèmes immunitaires. Le lupus en fait partie. Et dans les manifestations du lupus, l'appareil locomoteur, le squelette est concerné. Voilà, donc le lien est vite fait. Mais les maladies rhumatismaux ne s'arrêtent pas qu'à l'atteinte du squelette. Le même désordre là, le même phénomène qui a atteint les articulations et les structures qui sont autour des articulations, les os notamment, ce même désordre là peut aussi affecter d'autres organes. Ça peut toucher les yeux, ça peut toucher la peau, ça peut toucher les poumons, le cœur, les reins, etc. Donc ça reste une maladie rhumatismale. Docteur, il y a beaucoup de questions, on ne sera pas tout épuisé aujourd'hui, mais j'aimerais que vous puissiez, pour terminer, nous dire comment se traite le lupus. Bon, déjà, il faut dire qu'il n'existe pas de traitement curatif dans cette maladie-là. Nous n'avons pas de traitement qui, comme dans la malaria, dans la fièvre typhoïde, dans la tuberculose, permet d'éliminer la maladie définitivement. Le lupus n'est pas curable. Voilà. Mais les objectifs du traitement, c'est de supprimer les symptômes de la maladie et aussi de contrôler la maladie elle-même, donc contrôler son évolution, supprimer l'activité de la maladie. Donc le malade ou la malade sera toujours lupique, mais avoir une maladie non active, donc une maladie qui ne la dérange pas, une maladie qui entre en rémission, comme on dit. C'est ça l'objectif du traitement, amener le malade à la rémission, c'est-à-dire un état où, sur le plan clinique, sur le plan du laboratoire,
le malade va bien. Bien que le lupus reste là. Le lupus reste là. C'est ça les objectifs de la maladie. Alors, pour soigner le lupus, nous utilisons les traitements, nous utilisons différentes modalités thérapeutiques. Il y a un traitement anti-inflammatoire avec ce qu'on appelle les anti-inflammatoires stéroïdiens. Ce sont les corticoïdes. Ce sont des hormones en réalité qui ont une action anti-inflammatoire très efficace, permettant en fait de contrôler l'activité du lupus érythémateux disséminé. Mais ce sont des médicaments qu'on ne manipule pas n'importe comment parce qu'à côté de l'effet bénéfique, il y a des effets indésirables qui sont nombreux et qui demandent que le médecin manipule ces médicaments-là intelligemment. Sinon, vous risquez de résoudre un problème pour en créer un autre. Il y a les médicaments qu'on appelle immunomodulateurs et les immunosuppresseurs. Donc les médicaments qui vont contrôler les désordres immunitaires qui caractérisent cette maladie-là. Ce sont ces médicaments-là. Il y a par exemple un produit qu'on peut considérer comme simple. On en a beaucoup parlé ces 2 dernières années à cause de la COVID-19. C'est la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Dans le lupus, nous l'utilisons aussi. Elle a une action immunomodulatrice permettant, dans les cas qui ne sont pas sévères, même dans les cas sévères, d'atténuer ou de contrôler l'activité de la maladie. On a aussi des médicaments qu'on appelle immunosuppresseurs. Ces médicaments qui suppriment, si l'on veut, suppriment entre guillemets l'activité immunitaire. Ces médicaments-là, on les utilise aussi dans d'autres indications. Et on peut les utiliser dans le lupus érythémateux disséminé. Et de façon générale, en mettant ensemble ces différentes familles de médicaments, on arrive à contrôler la maladie. Mais à côté de ces traitements de base, entre guillemets, il y a le traitement qu'on va ajouter devant une particularité que le malade présente. Si le patient a des symptômes psychiatriques, on l'adressera au psychiatre qui va instaurer le traitement qui convient. Si le malade a une insuffisance rénale, on le soignera comme tout insuffisant rénal. Si ça nécessite qu'on recourt à l'hémodialyse, à la dialyse, on fera la dialyse. Si il y a possibilité de faire la greffe de rein, une greffe de rein sera faite. S'il y a des atteintes cutanées, le dermatologue donnera le traitement qui convient. Généralement, ce sont les mêmes corticoïdes là que j'avais cités, les anti-inflammatoires stéroïdiens, qui sont utilisés comme topiques pour les lésions qu'on a sur la peau. S'il y a un problème cardiaque, on va traiter le problème cardiaque. Voilà. Donc, il y a un socle fait du traitement anti-inflammatoire stéroïdien, comme je l'avais dit. Il y a les médicaments qui vont agir sur l'immunité pour essayer de la contrôler ou de la déprimer, réduisant ainsi ou supprimant ainsi les symptômes de la maladie. Et il y a les autres modalités thérapeutiques en fonction de ce que le malade présente comme tableau. Merci docteur, nous sommes à la fin. Vous êtes médecin, vous avez sûrement des patients aussi qui sont atteints de lupus. Si vous avez un mot à dire à ces personnes qui nous suivent en ces moments, ou aux personnes peut-être qui sont ignorants qu'ils ont cette maladie. Le lupus érythémateux disséminé, ou le lupus pour faire court, est une maladie qui existe bel et bien chez nous. Des personnes qui en souffrent existent. Et le lupus n'est pas une fatalité. Il ne faut pas que tout ce que j'ai dit là donne l'impression que quand on souffre du lupus, on est condamné à mort. Non, nous avons beaucoup de malades lupiques que nous suivons et que nous arrivons à stabiliser pour leur permettre d'avoir un confort vital appréciable. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous avez des symptômes où vous êtes connu comme lupique, évidemment, de faire confiance à votre médecin, d'avoir un suivi médical régulier et de respecter
le régime thérapeutique qui vous a été prescrit. Si des médicaments ont été prescrits, il faut les prendre et ne pas se fatiguer. Il ne faut pas vous dire, voilà, mais pourquoi moi? Si celui qui a créé, tout le monde a voulu que le lupus vous concerne, il faut vivre avec, prendre ces médicaments, être régulier aux rendez-vous médicaux qui vous sont fixés par le médecin et également veiller aux mesures simples comme se protéger du soleil. Vous savez que chez nous, quand on est en janvier, quand on est au mois de mars, si ce n'est pas la saison sèche de tous les cas, quand il est midi, quand il est 13 heures, il fait très chaud, le soleil est là, bien au zénith. Il faut savoir se protéger de cela, utiliser un parasol parce que l'insolation, l'exposition aux rayons solaires majeure parfois ou déclenche les symptômes de la maladie. Le lupus n'est pas une fatalité, il faut que le malade le sache. Le lupus n'est pas une fatalité, il y a des spécialistes qui ont compétence pour gérer les problèmes liés à cette maladie. Il faut que les patients leur fassent confiance et respectent les mesures thérapeutiques. Vous étiez présent à la conférence qui a eu lieu dans le cadre de la journée mondiale du lupus. Une des patientes qui a pris la parole a lancé un appel en disant « Est-ce que, au niveau des responsables de l'État, on ne peut pas penser à ces malades qui souffrent des maladies auto-immunes, comme on le fait pour d'autres pathologies, comme on le fait pour les tuberculeux, comme on le fait pour le VIH. Et ces maladies-là dont la prise en charge a été plus ou moins allégée pour le patient. Je crois que nous allons, avec les malades, nous organiser et faire un plaidoyer pour que nous puissions obtenir certaines choses qui vont alléger la souffrance des patients. Parce que soigner le lupus coûte cher. Et pour beaucoup de nos patientes, beaucoup de nos patients, ce n'est pas simple que de faire face au coût financier de cette maladie-là. Nous espérons que nous serons entendus. Voilà, pour un dernier mot, je crois que c'était ça. Voilà, vous venez de suivre le docteur Jean-Jacques. Il a dit que le lupus n'est pas une fatalité. Vous qui êtes à la maison, qui souffrez du lupus, ne vous découragez pas. Faites-vous suivre par un médecin. Et mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'ai eu le réel plaisir de vous présenter. J'ai dit merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Eric Diakweno, merci à Christian Mangala et merci à toute l'équipe rédactionnelle de l'EFAR Télévision. À la prochaine. Au revoir.